Élévation en direct grâce à Jean-Claude Carton, étoile du cœur. Jean-Claude Carton qui est donc à la technique, aussi au micro et bien entendu votre lien via Facebook et autres internautes qui nous regardaient en direct. Et n'oublions pas Laetitia. Oh bah, j'ai pas fini la phrase, alors naturellement. Vous avez Laetitia, vous avez votre serviteur et vous avez surtout Alain, médium. Pas que, mais on va surtout parler de cela. Pas que. Médium à Luce Fipes. Et je suis bien content que vous ayez accepté notre invitation, Alain. Merci pour cette présence aujourd'hui. Car Luce Fipes, j'aime beaucoup cette association historique, rue Jean-Jacques Rousseau à Paris, qui existe depuis pas des millénaires quand même. Qui existe depuis des décennies. Des décennies et des décennies. Oui. Tout le monde y est passé à Luce Fipes, tous les grands médiums, tous les grands conférenciers, tous les grands auteurs, on ne va pas les citer, mais enfin Jean Prieur, Paco Rabanne dans le public était souvent présent, entre autres, et puis Rénal Roussel, enfin on ne va pas tous citer tout le monde, voilà, bref, c'est une association qui est donc mythique et historique, qui se situe donc rue Jean-Jacques Rousseau dans le 1er arrondissement de Paris, tout à fait. Numéro 15, bien. Déjà un bon point, Alain. Alain, on le retrouve de temps en temps, d'une façon récurrente, dans cette association Luce Fipes, Union Spirit de... Oui. J'avoue que je dis toujours Luce Fipes. Ça se retrouve sur Internet. Voilà, sur Internet, sur le site de Luce Fipes, on voit toutes les conférences. Il y en a une par jour à 15h, les trois quarts du temps. Exactement. Et ça se tient depuis donc des années comme cela. La salle est suffisamment grande pour accueillir 150 personnes. Oh, une centaine, on va dire. Optimiste. 150 personnes. Vous êtes très optimiste. Enfin, je dirais entre 80 et 100, c'est possible. 100. Et toutes les informations, ils sont diffusées. Et quand je dis toutes les informations, bah oui, il y a des moments, bon, c'est un peu gros. Hein. Il y a des conférences qui sont plus ou moins élevées que d'autres. Oui. Pour faire court. Il faut bien dire les choses. J'irais même jusqu'à dire, mais je ne veux pas être persifleur, mais il y a aussi des médiums plus ou moins bons que d'autres. Bon. Ah là là, vous êtes très réaliste, cher monsieur. En tout cas, c'est écuménique, tout le monde s'aime bien, tout le monde se supporte, et cette association tient le coup, n'est-ce pas, Jean-Claude ? Lorsque tu dis il y a des médiums moins bons que d'autres, qu'est-ce qu'un médium ? Oui, voilà déjà. Qu'est-ce qu'un médium ? Qu'est-ce qu'un bon médium ? Alors un médium, c'est entre grave et aigu. Pas ça du tout. Oui. Je vous écoute, votre définition du médium. Oui, un médium, c'est quelqu'un qui a une faculté qui lui a été donnée, et souvent, et je dirais même depuis la naissance, parce que moi j'ai eu ça depuis la naissance, depuis tout petit, bien que au début je ne savais pas trop ce que c'était. C'est la faculté de pouvoir communiquer avec l'au-delà, avec les esprits, de pouvoir les entendre, d'être capable d'entendre ce qu'ils nous disent de façon judicieuse, et il faut que le médium soit capable également de faire la différence entre un message qui est un vrai message, un bon message, et un message ironique, qui n'est pas forcément un message, mais qui est quelque chose qui est envoyé comme ça, d'une façon... Donc il faut avoir beaucoup de discernement, il faut être très modeste déjà, et la modestie, je pense, est une des premières qualités dans ce travail. Il faut vraiment être, mais alors vraiment très modeste, je le répète, très humble, parce qu'il y a des gens qui se prennent pour des stars, et ce ne sont pas forcément les stars dans ce milieu-là, ce ne sont pas forcément les stars qui sont les meilleurs médiums, qui ont les meilleures communications. D'ailleurs, on trouve des gens qui ont abusé de leur médiumnité à certaines époques, et qui subitement tombent et n'ont plus rien, parce que c'est un don qui nous est donné, mais il peut nous être aussi retiré si on agit d'une certaine façon. Donc il faut rester surtout très honnête, très humble évidemment, et là les choses semblent fonctionner à peu près. Alors vous voulez peut-être que je vous parle de ma médiumnité en tant que petit enfant ? Si, j'ai un esprit lent. Ah bon, d'accord. Un esprit lent, il faut que je comprenne. Moi déjà j'aimerais savoir, donc vous, d'après ce que vous dites, il y a forcément un retour de bâton. Forcément un médium qui va abuser. Forcément un jour ou l'autre ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu, quelqu'un qui était un très bon médium, une très bonne médium, et qui subitement d'un seul coup n'avait plus rien ou quasiment plus rien, ou qui, pour essayer de gagner sa vie, parce qu'elle faisait que ça, c'était son moyen de vivre, disait
des inepties, des choses hallucinantes, et les clients se rendent compte, ils sont pas tous bêtes, ils sont pas tous fous. Donc elle exerce, le médium peut très bien toujours exercer, mais en disant des choses. Oui, mais enfin, quand un médium trompe trop, ça ne dure pas longtemps. On m'a toujours dit depuis toujours qu'un médium, on le jugeait sur la durée. Oui. Donc un médium... Les macarons, la durée sont très connus, bien sûr. S'il n'est pas bon, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, et après il disparaît. Bon, dites Alain, parce que c'est pas systématique non plus. Il y a des médiums qui ont tenu la route jusqu'au bout. Jusqu'au bout, mais ça n'est pas systématique. Il y a des médiums que je connais, moi, qui sont des médiums, qui sont restés médiums de nombreuses années. Mais est-ce qu'il y a donc un antagonisme et un problème à partir du moment où ils sont chers, ces médiums, qu'ils en ont fait donc un métier et qu'ils sont chers? Ou est-ce que ça peut être bon aussi quand même? Non. À un moment, le fait d'être cher vous retombe sur le nez. C'est pas possible. Il faut rester dans la raison. On ne peut pas être comme ça dans la déraison et faire. Moi, j'ai vu les médiums j'en ai vu parce que j'en ai connu et j'en connais pas mal, mais j'en connais certains dont je tairai les noms, qui subitement, parce qu'ils avaient moins de clients, ont doublé leur prix, ce qui est absolument hallucinant. Moi, Même si c'est la voix de là-haut qui leur a dit doublé le prix. Oui, enfin, ça je demande à voir parce que je reçois parfois des personnes, puisque je reçois un peu, et je vais vous dire, on me dit des choses qui me paraissent absolument insensées. Ils vont peur. Non, des gens qui me disent, voilà, je suis allé la voir, je suis rentré, je suis resté un quart d'heure. Elle m'a dit, mais pourquoi vous venez me voir? Tout va bien. Et elle me dit, et elle lui dit à la sortie, bon, c'est 150 €. Tout va bien. Et j'ai dit, et vous avez payé ça pour entendre ça parler? Je vous jure, elle était farcie d'ennuis, elle était noyée dans les ennuis. Bon, elle s'est installée, j'ai vu, j'ai eu ses décédés, là, parce que c'est par ses décédés que j'ai eu. C'est-à-dire, là, vous parlez de la patiente. De la patiente, et ça a duré 1h30. Là, il y avait beaucoup de problèmes que vous avez vus. Je prends moitié prix de ça. Mais non, c'est pour vous dire comment... Attention, donc escroquerie. Oui, c'était une escroquerie. Vous parlez de dons. Oui. Tous ne parlent pas de dons. On parle de faculté, simplement, de sixième sens épanoui. Sixième sens épanoui, je ne suis pas complètement d'accord. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot don? Il faut avoir le don, c'est-à-dire que voilà, ça vous a été envoyé et vous avez ça généralement depuis tout petit. Mais ça, mais les gens qui vous disent que... Non, mais c'est parce que c'est quelque chose qui si vous voulez, qui me surprend quand vous le dites, mais vous avez raison de me poser ces questions-là, mais moi je considère que les personnes qui sont vraiment de très bons médiums, de très bonnes médiums, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, sont des gens chez qui c'est quand même, ça leur a été donné. Une mission. C'est une mission. Il ne faut pas dire que c'est un sixième sens, et que tu as le sixième sens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui l'ont, le sixième sens. D'accord. Et c'est pas pour autant. Vous fâchez pas, voilà. Non, mais c'est pas, je vous dis, mais c'est pas pour autant qu'on est médium. D'accord. Attendez, alors, parce que vous savez, sur Internet, tout le monde nous voit. Bon, oui, mais ça c'est pas grave. Alors, vous avez les initiés qui comprennent déjà votre discours. Moi, je le comprends aisément aussi, bien que j'ai l'air bête, mais bon. Mais il y en a d'autres qui tombent sur vous et qui vous disent, mais qu'est-ce que raconte Alain, d'où ils viennent ces missions, ces machins, comment on peut comprendre les décès? Oui, mais c'est ça, mais je rebondis sur ce que vous êtes en train de me dire. Moi, je suis absolument à 200% contre le fait qu'on dise, bon, je vais vous le donner, on va faire un séminaire, et vous allez avoir 40 leçons, et en 40 leçons, vous allez devenir médium. Mais c'est une vaste rigolade, mais c'est une escroquerie monumentale en plus. Ça ne s'apprend pas. Donc. Mais non, ça ne s'apprend pas. Ça évolue, ça s'ouvre davantage avec le temps, mais ça ne s'apprend pas en 90 leçons. Si ça ne s'apprend pas, est-ce qu'un médium peut aider un autre médium à développer son don? Ou est-ce que non Dans certains cas, certains médiums sérieux et honnêtes, je vais me faire des amis, sont capables peut-être d'apporter de l'aide pour une personne qui est déjà médium mais qui ne maîtrise pas les choses. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a des médiums qui font ça. À avoir. Oui, il y a une technique à avoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, au départ, vous savez, tout arrive en vrac. Or, il faut vous organiser de telle façon dans votre tête pour que vous ne disiez pas n'importe quoi en vrac à quelqu'un. Il faut que les choses se classent, se casent, soient mises dans des cases, et vous leur dites des choses qu'ils doivent entendre, parce qu'on vous dit de les leur dire. Hein, et il faut que vous fassiez le tri entre toutes les informations qui rentrent, oui. Et puis il faut faire le tri, et en plus il y a des choses extrêmement graves qu'on n'a pas le droit quand même de révéler. Il y a des choses qu'il faut vraiment annoncer avec beaucoup de prudence.
par exemple les maladies, par exemple, là j'ai eu un cas de figure où c'était un couple qui a un garçon de 30 ans, un seul garçon, et le pauvre garçon, on vient de lui découvrir un cancer, et c'est pas bon, mais je peux pas dire, moi, décemment à ces personnes-là, non, je dis, écoutez, on va se soigner, ça sera long, enfin, j'essaye. C'est raté parce qu'ils regardent là. Oui, non, même s'ils regardent, je crois pas que ce soit eux qui regardent, non. Non, mais peu importe, mais je veux dire il faut quand même avoir, en plus de sa médiumnité, il faut avoir 2 brins de psychologie et un respect. Il y a des gens qui sont ressortis, ils étaient prêts à se jeter sous un train, tellement ils ont eu des... Alors là, je m'insurge contre tout ça, de toute façon. Alain, les gens me connaissent. Je comprends donc votre rigueur et votre respect de la personne humaine en face de vous. Bon, ça veut dire que quand même tout est écrit ? Quand vous allez dire à cette personne, oui, effectivement, vous allez vous en sortir, vous allez rencontrer... Justement, il faut... Écrit, l'avenir est vraiment écrit ou ça peut changer ? Il y a des choses qui peuvent changer. Les grandes lignes sont écrites, mais autour, il y a des choses qui peuvent évoluer et changer. Une personne qui vient vous voir, par exemple, et qui vous dit, moi j'en ai assez de mon bonhomme, c'est un exemple comme ça, je veux divorcer, je veux ci, je veux ça. Je me connecte avec ces décédés. C'est avec ces décédés que j'obtiens tout ça. C'est pas comme ça par hasard et par miracle. Je lui dis, écoutez, mettons, votre papa est là, ou votre grand-père est là, ou votre grand-mère, et elle est en train de me dire qu'il ne faut pas faire ça parce que c'est une énorme bêtise. Je me permets de le leur dire parce qu'on me le dit pour eux. Voilà, j'ai eu ce cas de figure, un exemple. Une dame qui est venue me voir, qui était mariée, 2 grands-enfants, et qui me dit, voilà, moi, Alain, il faut me parler, il faut me dire, parce que je suis amoureuse, parce que ci, parce que ça, je suis amoureuse d'un autre homme. J'ai dit, écoutez, oui, je veux bien, mais j'ai dit, mais votre homme, il est dans les neiges. Elle me dit, oui, il est professeur de ski. Alors, j'ai dit, dans les neiges. Et j'ai dit, mais il est plus jeune que vous, c'est un bel homme, un grand brun, un côté italien. J'ai dit, mais écoutez, alors elle me dit, oui, vous comprenez, j'en suis folle amoureuse, et puis elle me sort la photo. Un moniteur de ski, au bon sens connu. Ça correspondait un peu à ce que je venais de lui dire. Bon, je dis, au fond de moi-même, je me dis, bon, ça va, tu t'es pas trompée. Et puis je lui dis, madame, votre grand-mère, c'est une grand-mère, je crois, qui communiquait, elle me dit, votre mamie, elle m'avait donné son prénom et tout, me dit de vous dire de ne pas faire cette bêtise, parce que vous allez vouloir tellement divorcer, parce que vous en avez envie, vous l'avez décidé, sans même venir me voir, mais vous allez, une fois que vous aurez divorcé, vous allez vous retrouver avec ce monsieur qui va vous jeter, il va vous jeter parce qu'il va vous dire, elle m'a donné les mots exacts que le type lui a lancés quand elle a divorcé. Il lui a dit, mais je t'avais pas demandé de divorcer, moi. Qu'est-ce que tu viens foutre ? Elle l'a fait quand même. Elle l'a fait quand même. Et je lui ai dit, votre mamie me dit qu'une fois divorcé, votre mari vous fermera la porte au nez, mais vos enfants vous fermeront la porte au nez. Et vous n'aurez aucun moyen de retour. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ça la médiumnité. Ça sert au moins à quelque chose. Médiumnité donc avec information grâce aux décédés. Bien sûr, aux décédés. Moi, j'aime beaucoup les informations que m'envoient les décédés. Et donc les décédés, ce sont les décédés qui connaissent l'avenir ou qui conseillent qui ont plutôt qui ont des connaissances. Je ne dis pas qu'un décédé va gérer toute votre vie. Ça serait trop beau. Mais pour certaines choses, quand ils sentent que la personne qui est de leur famille ou leurs proches est dans les soucis ou dans les ennuis comme ça, il faut bien sûr bien se brancher et bien écouter pour ne pas avoir de... Mais parce que ça veut dire que ça va au-delà du conseil. Ça veut dire que là, la grand-mère savait elle lui disait, elle savait, elle lui disait parce qu'elle savait, elle voyait qu'elle était dans un tel état que. Mais la grand-mère connaissait l'avenir, alors ça veut dire que. Elle connaissait visiblement l'avenir proche. Je ne sais pas si elle connaissait celui qui était après, mais comme elle était devant moi, elle m'avait transmis la photo de cette grand-mère. Je crois que c'était avec la photo que j'avais communiqué avec la mamie, parce que je communique avec des photos. Et elle a été ça a été très clair, c'était vraiment très ciblé, très clair. Elle lui a dit, alors elle dit oui, alors elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, madame, c'est pas la peine de pleurer. J'ai dit, au contraire, elle vous prévient, elle vous dit de ne pas faire cette grosse bêtise. Bon, elle a fait la bêtise. Parce que souvent, en fait, le médium dit qu'il est guidé par un guide à lui. Oui, il y a des guides aussi, oui, bien sûr. On a un guide, c'est vrai, on a un guide. Moi, quand je demande des choses par rapport à des gens où je n'ai pas leur décédé, je demande à mes guides de m'apporter l'aide, bien sûr. Plusieurs guides, vous dites mes guides. Moi, mes guides en général, parce qu'on n'a pas qu'un seul guide. Ça tourne, c'est pas toujours le même. Oui, on a plusieurs guides. Il peut y avoir un guide de montagne, donc. Oui, tout à fait, entre autres. Mais on a des guides. C'est de la famille, c'est des anges gardiens, c'est quoi? Oui, ça serait compliqué à dire. Moi, je ne m'avance pas sur ce terrain parce qu'il y a des gens qui vous disent n'importe
quoi. Hein. Moi, j'ai une personne qui est venue me voir un jour qui me dit, vous savez, Alain, je suis la réincarnation de Jeanne d'Arc. Ah, j'ai dit, écoutez, mais moi, bientôt, je vais être Marie-Antoinette. Je me suis carrément foutu d'elle. Bon, j'essaie d'être gentil, mais les trucs ridicules, je ne supporte pas. Donc, voilà. Attendez, vous n'êtes pas en train de dire que la réincarnation, c'est ridicule. Pas du tout, pas du tout, la réincarnation, bien sûr, mais on n'est pas forcément la réincarnation de Marie-Antoinette. Voilà. Non, mais moi je suis le roi Louis XVI aussi, pourquoi pas. Oh, on a dit ensemble Louis XVI. Oui. Bon, mais attendez, c'est vachement important ce que vous abordez là. Excuse-moi, mais je m'intéresse un peu à l'émission aussi. Oh, tu es là. C'est bien. Même si je suis derrière mon clavier, c'est bien d'avoir un discours comme celui-ci, mais je pense que vous devez avoir un tas d'ennemis, cher Alain. Ah, mais je n'ai pas que des amis. Je vois que j'ai des ennemis, c'est une certitude. Mais comme ce n'est pas mon métier premier, que je travaille, que je gagne ma vie tout à fait autrement, moi, je me sens plus libre, justement. De dire ce qu'il faut. Oui. De dire ce que j'ai envie de dire et comme ça doit être dit. Bon, en ce moment, je suis prof. Je suis très cartésien. Donc les profs, vous savez, c'est très cartésien. Prof de langue. Prof de langue, oui. Mais enfin, cartésien quand même. Donc, mais vous le saviez que Descartes, à la fin de sa vie, faisait tourner les tables? Oui. Il paraît. Non, c'est ça. On le dit, on l'a dit, il paraît. Oui, mais si. C'est au Ouija. Oui, il y a des gens qui s'intéressent. Et il a demandé pardon de tout ce qu'il avait dit. Oui, il valait mieux. Parce que il a été. Au dernier moment. Parfois, la conversion se fait. Si c'est pas la reconversion. Voltaire aussi, comme ça. Non, c'est vrai. Des ennemis. J'ai des ennemis. Non, j'ai des gens qui m'apprécient. Mais bon, les ennemis sont peut-être les personnes que je détracte en disant qu'on fait pas ci, on fait pas ça c'est pas sérieux, etc. C'est comme en salle quand je rentre et avant de commencer ma conférence ou ma séance de médiumnité, je dis, et puis écoutez, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, n'allez pas donner votre bourse pour 500 € ou 1000 € parce que votre piou-piou vous a quitté. J'ai dit, écoutez, ça va soulager votre portefeuille, ça va arranger celle qui va vous dire de le faire, mais ça, c'est des conneries monumentales. J'ai dit, faites attention. Et c'est comme les gens qui vous disent, mais moi, je suis envoûté. Mais j'ai dit, mais pas aux enfants, mais dans ce Paris de malheur, il y a combien? Il y a 500 personnes envoûtées par kilomètre carré. Bon, j'ai dit, écoutez, il faut arrêter de se moquer du monde. Non, mais parce qu'il y a des gens qui sont dans une perdition totale, qui sont en perte mentale, et qui sont prêts à tout, et qui sont prêts à tout croire, parce que et certaines voyantes, ou appelez ça comme vous voudrez, ont bien senti là un business, mais bien sûr, et ramassent un fric pas possible. Moi, je dénonce tout ça, je considère que c'est vraiment de la flûte, on se fout du monde. Mais on ne donne pas de nom. Non, mais je ne donne pas de nom non plus, j'en donne pas, je suis pas là pour dénoncer les copains ou les copines, je ne balancerai pas de nom, il ne faut pas compter sur moi. Non, parce que voilà. On ne va pas chercher les ennemis non plus. Non. Tout le monde a sa vérité quelque part. Chacun a sa vérité. Alors je récapitule un petit peu pour que ce soit clair. Oui. Tout ce que vous venez de nous dire, Alain, la médiumnité, votre définition du médium, ses contacts, ça on ne peut pas le nier, avec l'au-delà, avec des personnes décédées. Bien sûr. C'est que l'avenir est écrit et que de l'au-delà, donc les esprits, entre guillemets, pour rester larges, peuvent nous informer, nous conseiller. Nous donner des conseils, nous donner quelques conseils, mais il ne faut pas rêver. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un décédé ne vous livre pas comme ça 3 pages de communication. Un décédé, il vous donne quelques conseils précieux qui sont importants pour la personne que vous avez en face de vous, mais en aucun cas ce n'est une conversation qui dure un quart d'heure ou 20 minutes. C'est très court ce qu'il donne. Alors maintenant, il y a un autre point qu'il faut aborder, c'est l'écriture automatique. En écriture automatique, on s'est rendu compte que des personnes étaient lamentablement abusées. Elles étaient abusées parce que elles écrivaient ce qu'on leur faisait peut-être écrire, mais finalement rien ne correspondait, c'était n'importe quoi, c'était de la fumisterie. C'est l'inconscient, l'inconscient, un esprit de bas étage, on appelle ça existe aussi, les esprits de bas étage. Bien sûr, mais c'était plutôt ça, parce que l'écriture automatique c'est quelque chose d'assez dangereux, il faut faire quand même très attention. Comme le Ouija, c'est pareil. Voilà, il faut faire très attention à tout ça. Moi, je ne pratique pas ce genre de choses. On va tomber sur votre enfance, on va savoir comment vous avez lu ce mais mon enfance, je vous dirais, vous allez voir, ça s'est révélé. Mais enfin bon, il y a une petite jalousie qui pointe en ma personne. C'est pourquoi vous avez un don et cette mission-là, vous, alors que moi, je n'entends rien, j'entends même pas Jeanne d'Arc. Oui, mais écoutez, mon pauvre monsieur, dans cette vie-ci, c'est comme ça. Tu veux pas que ce soit distribué à tout le monde comme ça, non? Ah si, je veux. Non, mais il y en a déjà assez qui prétendent l'avoir et qui n'ont pas. C'est ça. C'est pas la peine d'en rajouter. Ah, monsieur a parfaitement raison. Combien de gens
gens se prétendent voyants, voyantes, médiums, s'autoproclament. C'est absolument scandaleux. Combien de fois dans une salle, je rencontre des gens qui se disent « Ah, mais moi, vous savez, on m'a dit que j'étais voyante. On m'a dit que j'étais médium. » Des mecs aussi, d'ailleurs, c'est pas que les femmes. Il n'y en a qu'une, depuis que je fais tout ça, et depuis que je vais en salle, j'allais à Paul-Améry, je vais chez Dahlia ou Bedford, je vais à Jean-Jacques Rousseau 2 fois par mois à peu près, eh bien, j'ai une personne que j'ai vue, et je lui ai dit, vous êtes médium, il faut vous développer parce que vous êtes vraiment médium. Elle s'appelle Sylvaine, je peux donner son nom, c'est vrai. Vas-y Sylvaine, développe-toi. Oui, non mais Sylvaine avait déjà des choses, et elle me remercie tout le temps, elle me dit, mais c'est grâce à toi que j'ai osé. J'ai dit, écoute, il faudra que tu oses, un jour tu vas travailler avec moi en binôme, et là, j'ai vu que vraiment c'était une médium. Et vous le voyez comment, Mais parce que j'ai senti, je la captais au niveau de la communication spirituelle, et après j'ai dit, non, allez, tu te lances, tu fais toi, et elle faisait, et je suivais ce qu'elle disait à la personne, et je disais, mais c'est exactement ça. J'étais un peu distrait tout à l'heure, tout en vous écoutant avec mes oreillettes. Vous avez dit, Alain, que vous aviez découvert cette capacité, ou ce don, ou ce potentiel, appelons-le comme on veut. Vous étiez très jeune. Très petit. Mais très petit. Quel a été le phénomène déclenchant? Le phénomène déclenchant, c'est que petit, j'avais 4, 5 ans, 6 ans, et c'est là que j'ai su bien après que c'était ça. Je jouais avec des enfants, mais des enfants qui étaient décédés. Alors mes parents se sont dit, mais il est un peu marteau, celui-là, c'est pas possible. Je parlais, je donnais la réplique et tout. Ma mère me dit, mais ça va pas bien, mon pauvre garçon, ça va pas bien, mais enfin, mais je joue avec une telle, elle est là, tu vois. Mais il lui dit, mais il n'y a personne, elle est décédée il y a 6 mois, cette petite fille, pourquoi tu joues avec elle comme ça? Mais j'ai dit, écoute, je joue avec elle parce qu'elle était là, elle me parlait, elle dit, j'ai dit, mais tu l'as fait partir, maintenant tu es arrivé, elle est repartie. Effectivement, ça m'est arrivé comme ça. Et vous, attendez, en tant qu'enfant, vous jouiez avec d'autres enfants que vous voyez comme vous me voyez moi. Oui. Et d'un seul coup, elle est partie, elle a claqué une porte ou elle a disparu? Non, elle a disparu. Et ça vous a simplement pas titillé Si, ça m'a interpellé. Au début, on ne se rend pas compte parce que quand on est enfant, je considère que tous les enfants ou presque sont médiums, mais après ça disparaît très vite. Alors moi, on a tous le don de médiumnité. Mais moi, ça ne m'a pas quitté. Alors donc, attendez, autre chose encore. Par exemple, je me suis trouvé dans un... je viens de province, mon père était éleveur de chevaux et tout, comme moi maintenant, et en fait, il avait des employés, il y avait du personnel, et il disait à un employé, il lui disait, tiens, demain tu prépares le corbillard. C'était encore le corbillard, j'étais tout petit, mais je me souviens, avec les corbillards encore, avec le cheval. Tu prépares le cheval parce que la madame Untel est décédée. Bon. Madame Untel est décédée, moi je prenais mon petit déjeuner avec la gouvernante, et puis d'un seul coup, pouf, elle se présentait sous mon nez. Je dis, c'est curieux quand même, il y a un problème là. Alors là, je ne disais rien, je fermais ma gueule, parce que déjà les premières fois, j'avais failli passer pour un dingo, donc je disais, là, je ne dis plus rien du tout. Et puis finalement, c'était comme ça, et plusieurs fois, ça m'est arrivé de cette façon-là. Ils vous ont soigné ou pas les parents finalement, non? Non, parce que je pense qu'ils se... Vous avez... Oui, j'ai plus rien dit, c'était comme ça. Et alors après, plus grand, mais alors là, c'était bien, j'étais dans le cinéma, je vais en Italie, et je dis, alors ça c'est une prémonition qui m'a été donnée, c'était à mes débuts, j'ai fait du mannequinat, tout ça, et puis en Italie, donc je vais à un concours hippique, puisque je faisais beaucoup de concours hippiques. Et en fait, je m'étais dit, avant même de commencer le concours, avec un cheval gris, je possédais un cheval gris, et je dis, c'est curieux, ce cheval, on va rester 3 semaines ici, comme ça. Mais regarde, il n'y avait aucune prédestination à ça, c'était pas du tout ça. Et voilà qu'un réalisateur se pointe. Il va voir quelqu'un qui était avec moi, je ne sais pas si c'était mon père, qui c'était. Il dit, voilà, ce cheval, je le veux sur mon film, et le garçon avec. Alors, la personne, c'était peut-être mon père, je ne me souviens plus, a dit, ben oui, ça tombe bien, il est comédien en plus. Bon, et il dit, écoutez, j'ai mon rôle, mon premier rôle, qui vient de se casser la jambe. Donc, il me faut quelqu'un pour le remplacer 3 semaines. Ça a été mon premier truc au cinéma. Et quel film? 3 semaines. C'était un film italien, c'était une série italienne, je ne sais pas ce que c'était. 3 semaines de tournage, j'étais ravi, bien payé. J'ai dit, mon vieux, à l'époque, j'ai dû avoir... Et ça, vous aviez eu la c'était en francs, oui.
J'ai dû avoir 90 000 francs pour 3 semaines, c'était beaucoup, c'était énorme à l'époque. Et alors, cette prémonition, c'était vous-même qui vous êtes... Je l'avais eu, on m'avait donné ça, on m'avait dit, il va se passer un événement avec ton cheval gris. Vous en étiez déjà avec vos guides Ah oui, déjà j'avais des guides, mais là c'était un événement qui était imprévisible. Oui. Et on m'a prévenu. Pourquoi on vous a prévenu? Ben écoutez, c'est que d'habitude on prévient quand c'est un drame qui va arriver, etc. Non, pas toujours. Parfois des bonnes choses aussi, ça arrive. La preuve, oui. Ils préviennent pas toujours pour les mauvaises choses. Les mauvaises choses, oui, hélas. Mais pourquoi on vous prévient? Ça serait arrivé de toute façon. J'ai été prévenu, je le savais comme ça quand c'est arrivé. Ça aurait pu arriver sans que je sois prévenu. C'est exactement, c'est vrai, c'est exact. Mais bon, j'ai eu cette prémonition qui m'a été donnée. Or, c'était pas du tout prévu. Je faisais un concours, je rentrais en France. On comprend bien, oui. Mais voilà, alors ça c'est un point. Il m'est arrivé d'acheter plus âgé, plus grand, j'ai toujours eu des chevaux, j'en ai toujours, de voir un cheval, j'allais voir un cheval pour acheter. On me mettait les yeux sur telle partie du membre ou sur ça. On me donnait dans l'oreille, n'achète pas ça, il est boiteux. Alors le type, il disait, mais enfin, comment ça se fait que vous ne le voulez pas et tout. J'ai dit, écoutez, non, ça ne me dit pas grand-chose, je vous rappellerai, pour me débarrasser du bonhomme, et puis après je ne rappelais pas. Et puis j'en ai eu, mais j'en ai eu plusieurs où j'ai évité des choses, parce que j'avais une copine qui a acheté une jument pour le CSO, elle me dit, viens me dire ce que tu en penses. Alors je dis, écoute, je veux bien venir avec toi, puisqu'on est professionnel chez nous de père en fils. Vous êtes de quoi, de la région de la Sarthe? Non, je suis du Cantal, hein, le bas Cantal, limite Cantal-Lot. Ah, c'est beau là-bas. Et alors en fait, elle me dit, mais tu sais, elle me plaît. Je dis, elle te plaît, mais moi, elle ne me plaît pas. Et elle me dit, mais moi, elle me plaît, qu'est-ce que tu vas me dire encore? Parce qu'elle savait que j'étais médium, elle me dit, qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai dit, écoute, moi, il y a quelque chose qui me gêne au niveau de ses antérieurs. Les antérieurs, les pattes devant. J'ai dit, il y a un problème. Effectivement, la jument avait un problème. Elle l'a achetée, elle l'a montée en concours, elle l'a préparée, une jument noire magnifique. Elle l'a montée en concours, et bien elle a failli se tuer avec. Aïe. Parce qu'elle avait une telle faiblesse dans les antérieurs qu'à la réception de l'obstacle, elle a fait un panache et la fille restait dessous. Elle aurait pu être, je ne sais pas comment elle n'a pas été paralysée, parce qu'elle aurait pu avoir la colonne vertébrale brisée. Et elle me dit, je ne t'ai pas écouté. Je dis, c'est ton droit. Tu as le droit de ne pas m'écouter, mais moi je t'avais dit, fais attention, il ne faut pas acheter ça. Et elle était amoureuse, c'est son premier cheval. C'est étonnant ce que vous dites, parce que ce qu'on vous envoie comme info, c'est que les pattes antérieures sont un petit peu dans ce cas-là, mais c'est pas toujours ça. Et on ne vous donne pas l'accident qu'elle va avoir. Non, mais on me disait surtout qu'il ne fallait pas qu'elle l'achète, parce qu'elle aurait un problème avec. J'avais dit, tu auras un problème avec, mais on ne m'a pas montré le problème. On m'a montré simplement qu'elle avait une fragilité au niveau des antérieurs, et que, elle risquait de ne pas lâcher. Alors, les internautes sont là et commentent. J'ai un message qui m'indique et qui me précise que Laetitia a l'air sceptique. Sceptique Non, pas sceptique. Non, j'écoute. Enfin, Tous les médiums ne se ressemblent pas. Non, je suis pas sceptique. C'est peut-être pour ça. D'accord. Mais parce que pour l'instant, j'écoute. Elle écoute, c'est bien. Ah oui, bon, oui, moi je la trouve pas si sceptique que ça. On peut être sceptique, effectivement, quand on vous mais c'est normal, on peut être sceptique. On va essayer de détailler certaines petites choses. Alors, vous disiez votre père décédé de là-haut, vous disiez... mais mon père est décédé bien après. Bon, alors, donc, vous me parliez des guides. Oui, les guides, effectivement. Vous parliez des petits esprits malins, il fallait faire le tri. Oui, il faut faire le tri, parce que je vois par exemple des gens qui font de l'écriture automatique, qui m'amènent leur écriture automatique à regarder. Là, vous êtes contre, donc... C'est même pas ça, je suis pas contre, mais je lis des choses qui n'ont ni queue ni tête et qui ne correspondent pas à la personne. Parfois, il arrive qu'on a de très bons messages en écriture automatique. Et parfois, il arrive que c'est vraiment de la... C'est comme pour les médiums. Mais voilà, c'est comme pour les médiums. Mais c'est la même chose, ça fonctionne de la même façon. Bon. Ça se passe d'une autre façon, mais ça se fonctionne de la même façon. C'est clair, c'est une technique. Vous, c'est des voix que vous entendez finalement? C'est des flashs j'entends. Visuels? J'ai de la clairaudience. De la clairaudience, et puis je vois les choses très rapidement. C'est des ressentis aussi sur la peau? Des ressentis, ça arrive, mais c'est surtout de la clairaudience et puis des flashs comme ça. Des choses qui passent très vite. Ça dure pas longtemps. Ah non, c'est très rapide. C'est pas un dialogue. Non, tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Alors, est-ce que vous en déduisez que quand même, une fois qu'on est mort, puisque vous êtes médium et vous conversez avec là-haut, la vie continue? Ah oui, la vie ne s'arrête pas là du tout. Vous en faites une déduction logique? Bien sûr, j'ai bien été obligé de me rallier à ce que j'avais comme expérience. Et effectivement... Quelle est l'expérience qui vous a prouvé que la vie continue? Pourquoi obligé? Non, parce que je me suis rendu compte que c'est la vie après la vie, oui, la vie après la vie. Après la vie, oui, mais la vie après la mort, non.
La vie après la vie, oui. Mais pas forcément. Moi, je suis catégorique. Oui. Moody parle de la vie après la vie. Oui. Il n'a jamais parlé de la vie après la mort. Non, c'est très vendeur, la vie après la mort. Oui, mais moi je ne parle pas de la vie après la mort, je parle de la vie après la vie. Et quand je dis la vie après la vie, je dis d'ailleurs aux personnes que j'ai devant moi dans les salles quand je fais mes séances, je dis, attendez, je n'aime pas employer le mot mort, ça ne me plaît pas, c'est une transformation. Est-ce que ça le prouve vraiment? Vous pouvez avoir accès à des mémoires akashiques ou je ne sais quoi d'autre qui ne prouvent pas forcément la survivance dans la suite de votre vie. Oui, non, moi Quelle preuve? Je considère que lorsqu'une personne vient de décéder, entre guillemets, et que son esprit quitte son corps, quand vous entendez, vous vous trouvez à côté, et il vous dit, tu sais, pour m'habiller, il faudra me mettre ça. N'oublie pas mon chapeau, n'oublie pas mes bretelles, n'oublie pas ci, n'oublie pas ça. Ça ne peut pas être inventé, quelqu'un que vous n'avez jamais vu de votre vie, que vous ne connaissez pas. C'est donc la survie de l'esprit qui est déjà là. Est-ce que vous avez déjà vécu, vous? Oui, 2-3 fois, ça m'est arrivé. Quand papa vous a dit on va préparer le corbillard, et vous avez vu la grand-mère, elle vous a parlé en disant... elle était là, elle dit ça y est, je m'en vais. Voilà. Bon. Est-ce qu'on peut aller plus... Devant mon nez, elle était là, ça y est, je m'en vais. C'est bon, c'est voilà. La vie après la vie, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils vous disent d'autres, les esprits? Une fois qu'ils s'en vont, ils vont où? Ça, je n'ai pas vraiment de connaissances particulières à ce niveau-là. Ils ont des étapes. Pour ceux qui étaient vraiment très branchés, qui connaissaient. Oui, pour certains, oui, parce que, par exemple, j'ai parfois des suicidés qui viennent communiquer avec moi, et les gens qui se sont suicidés ont beaucoup de mal à communiquer. Ça dépend lesquels. Certains qui étaient dans un état pitoyable me disent « je suis content, je suis enfin soulagé », et d'autres qui étaient très jeunes et qui étaient en dépression, me disent « si j'avais su, je regrette, j'aurais aimé ». Je me suis rendu compte qu'après avoir fait cet acte, c'est là que je me suis rendu compte que plus rien n'était possible. Et il dit, je le regrette beaucoup. C'est le principe d'avoir des épreuves dans la vie pour voilà. avancer. Écoutez, des épreuves, c'est une grosse épreuve, ça, parce qu'en fait, ils décèdent avant l'heure. Vous avez beaucoup de jeunes de 18, 20 ans, 25 ans qui se suicident, qui mettent fin à leur jour. Et donc, ces gens-là, la plupart d'entre eux sont dans le regret, dans le remords, sachant bien sûr qu'il n'y a plus rien à faire, que dans cette vie-ci, c'est fini, il faut penser à commencer une autre après. Le problème, quand c'est quelqu'un qui est très malade, qui souffre vraiment d'un cancer, qui est dans un état final, et qui se fait une piqûre ou qui se fait quelque chose, ceux-là me disent, j'ai bien fait de me le faire parce que personne n'aurait fait à ma place, et finalement je suis bien libéré. Voilà, ça c'est un point. Voilà. Il y a deux types de personnes qui mettent fin à leur jour. Il y a ceux qui mettent fin à leur jour parce qu'ils n'en peuvent plus et qui souffrent tellement que c'est plus possible. Et il y a ceux qui, tout jeunes, pour un chagrin d'amour, un chagrin de ceci, un machin de cela, se balancent d'une fenêtre. Et ceux-là, alors par contre, lorsqu'ils viennent en communication, parce que dans la salle il y a quelqu'un qui a mis sa photo ou un truc comme ça, me disent mais je demande pardon, je regrette, j'aurais pas dû, je t'ai fait beaucoup de peine, etc. Et vous êtes arrivé d'avoir des contacts là avec des personnes qui ont été euthanasiées, puisque l'euthanasie, même si elle est interdite, elle est pratiquée. J'ai eu un monsieur qui est venu en salle, c'était son épouse qui était là, alors il me dit, le monsieur me disait, écoute, j'étais dans un état lamentable, encore un cancer, et il me dit, il faut que tu dises à mon épouse, mais alors j'ai dit, là je fonctionne autrement, je dis, je ne veux pas de doigt levé. Le message est là, il est pour la personne qui se trouve ici, et puis voilà. Alors, donc, j'ai dit, il vient me dire que vous avez eu parfaitement raison de pratiquer l'euthanasie, parce que ce monsieur n'en pouvait plus, il souffrait terriblement, il était atteint partout, généralisé. Alors, j'ai pas demandé qui c'était. Et la dame, au fond, je la vois, elle a levé le doigt. Et elle me dit, mais c'est moi, monsieur, c'est mon mari. Alors, ça vous sert un peu au cou, et puis elle était malheureuse, quoi. Mais elle dit, je l'ai fait parce que je n'en pouvais plus de le voir souffrir. Alors, donc elle l'a dit, Yann, et elle l'a fait. Quelquefois on s'interroge tous les deux, on se dit oui, mais dans une séance de médiumnité, on peut nous sortir des banalités, donc forcément sur toute la masse ça va tomber pile sur une personne. Donc là, Yann, t'en penses quoi par exemple? Un message comme ça où on aborde ce type de sujet, est-ce que tu penses que ça peut être une preuve que là il y a bien communication, ou est-ce que ça peut être bateau aussi?
Finalement, je ne sais pas ce qu'on voit sur ton visage, mais je suis sceptique. Bien plus que toi. Non, mais tu vois, parce que là, tu vois, il est clair que même c'est un peu spécial. Au niveau magicien, là c'est spécial. Il est clair que devant une assemblée, dire « Oh, il y a un jeune qui va très mal, il est passé de l'autre côté, mais il me dit que tout va mieux » et de rester dans une petite oui, mais phrase ça, comme c'est de la généralité. Il est sûr qu'il y a forcément quelqu'un, une maman qui est venue exprès pour entendre ça, qui va dire « Oui, je suis là ». C'est pas vous. Hein, non, mais j'entends bien. Il y a ça aussi qui arrive. Tu veux dire qu'il y a des trucs et des ficelles. Oui, c'est bien connu. C'est bien connu. Mais il y a quand même... Ce que j'appelle, moi, les détails qui tuent. Donc là, voilà. Et là, Yann, si on avait été là à ce moment-là, nous. C'est au détail qu'on se rend compte. Tant que je n'ai pas vécu quelque chose personnel. Mais oui, mais je comprends. Sors un peu, quoi. Quand tu entends un médium. J'en connais quelques-uns. On est rencontrés aussi. Voilà. Mais quand tu entends un médium en séance publique, il y a 120 personnes dans la salle qui parlent d'un vélo rouge, d'un petit garçon qui tourne autour d'une piscine. Déjà, le vélo rouge. Il faut le savoir. Et là, tu parles d'Henri Vigneault. Il parle de... Non, je parle de Alain Roussel. Ah, c'est Roussel. Non, mais Henri Vigneault, j'ai pas eu le bonheur de rencontrer Alain, mais vraiment, j'ai envie de le rencontrer maintenant. Non pas que je sois dans le macabre, mais il y a quelque chose qui se passe. On parle de... beaucoup disent, mais c'est de là, comment, de là... quand on parle de là, de la télépathie, oui. Bravo. Tu vois, mentalisme, ça peut être du mentalisme, ça peut être 36 techniques aussi. Écoute, bien sûr. Et ça peut être même des esprits malins. Comment une personne qui est morte il y a 64 ans, comment une personne qui est morte il y a 64 ans, comment le médium peut le voir alors qu'il a une veste sur laquelle il a ses médailles. Mais qui envoie l'information? Est-ce que c'est vraiment cette personne défunte ou est-ce que c'est un petit rigolo de alors là est la question. Non, c'est pas forcément, parce que le monsieur souvent il donne son prénom. Souvent il arrive qu'il me donne sa date de départ. D'accord, mais vous êtes à travers un filtre, c'est un peu comme Internet. Moi, je peux me faire passer pour une jeune fille prépubère et puis je suis un affreux rigolo qui fait du chat. Non, il n'y a pas de comparaison possible avec ça. Si l'intention est bonne. Là, tu auras une mauvaise intention si tu fais ça. C'est ça, voilà. Oui, là, vous aurez une mauvaise intention. Vous savez, on attire. Je vais vous raconter autre chose qui est quand même assez terrible. J'étais avec Dany, qui était la fille de Michel Riffard. Dany, qui était une bonne médium aussi, la pauvre, et qui est partie d'un cancer. Je travaillais beaucoup en binôme avec Dany, puisque ça fait quand même longtemps que je fais ça. En plus, toujours de mes activités. Jamais je l'ai fait tout à fait en profession première. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. On était tous les deux en salle. Elle était là, j'étais là. On faisait de la médiumnité. Et à un moment, alors elle était bonne médium, hein, vraiment elle n'inventait pas ce elle avait des vrais messages. Et puis elle me dit, non, je lui dis, tu entends ce que j'entends? Elle me dit oui, mais si on dit ça, on va passer pour des fous. Alors j'ai dit, écoute, il faut se lancer, la salle était pleine, il y avait 100 personnes là-dedans. J'ai dit, il y a quelqu'un là-dedans que ça concerne. Alors, vous allez voir un peu la précision de la chose. Alors j'ai dit, écoutez, voilà, je vais vous annoncer quelque chose qui n'est pas vraiment très marrant. C'est un monsieur, il arrive là, il est décédé à cette époque-ci, à la même date que la date d'aujourd'hui. C'était un dimanche de la fête des mères. Il me dit, voilà, tu vas devoir dire, parce que ma femme est là. Tu vas devoir dire, j'ai dit à Dany, je lui écoute, j'ai dit, tu veux pas le dire, toi? Elle me dit, non, tu vas le dire, et puis de toute façon, c'est vrai, alors. Alors, ce monsieur venait, et c'était un négociant en vin, le monsieur. Ce monsieur était décédé, censé être décédé, il était en état de, vous savez, de légumes? Oui, non, de mort, comment on appelle ça? Mort léthargie, en léthargie. Bon, en léthargie. Alors, la femme... l'épouse, donc les votes, qui était la dame qui était là, et vous allez voir ce qu'elle nous a raconté, parce que là on a su. Alors il dit, je me suis comme endormi, on a cru que j'étais mort, et puis on m'a enterré, j'étais vivant. Horrible. Il dit, vous savez, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai su comment j'allais me détacher. Il dit, c'était terrible. Moi je dis ça, et je dis voilà, il y a un monsieur qui vient, il s'appelait comme ça, il avait donc Maurice ou je ne sais plus quoi, c'est un monsieur qui était négociant en vin, c'est un monsieur qui est décédé, c'est terrible parce qu'il vient nous voir là, il nous dit qu'il a été enterré vivant. Et la dame, je la verrai toute ma vie, au fond de la salle, une dame de 75 ans, elle dit, mais monsieur, mais vous êtes des médiums hors pair. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas madame, mais c'est ce qu'on entend et on avait peur de le dire. Et elle dit, mais c'est mon mari. Et voilà qu'elle se met à nous raconter. Et elle nous raconte. Mais alors vraiment, toute la salle était sidérée. Et elle dit, voilà,
à tel moment, c'était la fête des mères, le matin, je trouve mon mari décédé dans mon lit à côté de moi, mais elle dit, j'ai cru qu'il était décédé. Et une autre, c'était pas elle qui était, non, c'était pas la femme du monsieur, c'était une amie de la femme du monsieur. Wow. Et elle dit, moi je vais, non, parce qu'elle nous l'a raconté bien mieux que ça. Elle dit, j'ai appris qu'il était décédé, mon mari était restaurateur aussi de son côté, donc il était un de nos fournisseurs, et par correction, je suis allé faire la visite mortuaire. Et elle me dit, mais c'est curieux, quand je suis rentré dans la pièce, j'ai vu que ce monsieur, il n'avait pas la peau d'un décédé. Il avait une peau qui était... Alors elle me dit, quelqu'un a sonné, l'épouse du décédé est sortie pour aller accueillir la personne, et elle dit, pendant ce temps, j'ai touché, j'ai pincé la peau, et cette peau était très élastique, c'était pas une peau morte, mais elle dit, jamais j'aurais osé. Mais alors elle dit, j'ai quand même osé parce que ça m'a tellement interpellé. J'ai dit, mais vous êtes bien sûr que votre mari est décédé? Alors la dame, évidemment, en pleurs, elle dit, bah oui, ajoutez-en à mon chagrin, et tout. Après, elle a appelé un de ses amis qui était commissaire de police. Il dit, mais que t'es bête, t'aurais dû me le dire parce que nous, on serait intervenus tout de suite. Personne n'aurait pu rien faire et on aurait constaté. Et il était il me disait, ce monsieur, même dans l'oreille de Dany, il disait, mais moi, on m'a enterré vivant. Mais dans les années 90. Et il disait, ça existe. Il faut que vous sachiez que ça existe. Il y a eu une enquête, je dois la voir là, quelque part dans la bibliothèque. Il y a des milliers de personnes qui ont été enterrées vivantes. Parce qu'on retrouve des cercueils qui ont été griffés par des... Et des pauvres soldats qu'on croyait morts, on les enterrait tout de suite. D'où l'importance de la mort. De la mort telle qu'elle doit être décrite scientifiquement. C'est ça, voilà, scientifiquement. Combien de personnes... Et alors... c'est vrai parce que le croque-mort, on disait il croquait. Non, pas du tout, c'est une histoire. Ça, c'est des histoires. C'est pour ça que c'est difficile. Regardez le nombre de personnes que l'on a éclairées mortes, avec des certificats médicaux, et qui se sont réveillées au moment où on les mettait dans le cercueil. On en a sans arrêt. Bien sûr, mais il y en a. Et je puis vous dire que là, alors là, c'était... Et puis en plus, c'était... Elle n'était pas, excusez-moi, c'était pas l'épouse du monsieur, c'était l'amie. C'était qu'une cliente. C'est mieux parce que... C'était la fin. Non, parce que... Dans ces cas-là, la crémation, c'est peut-être mieux, c'est plus rapide. Si mais la crémation, on a le feu aux fesses pendant quelques secondes. Quand tu t'appelles carton, je te dis pas. C'est rapide. Ça brûle encore plus vite. Non, mais c'est une question idiote. Oui, finalement, si on prolonge... Ah, mais moi, je suis pour une incinération. Je suis pour l'incinération, je l'ai toujours crié haut et fort parce que ça ne change rien. On a les gens qui vous disent oui, mais enfin, moi, j'ai dit écoutez, ça c'est les religions qui vous disent tout ça. Moi, les religions, c'est que quand je vois des décédés qui arrivent de l'autre côté et qui me disent ah ben dis donc, j'y suis bien assez allé à l'église. Ah ben la religion, c'est parce que je croyais. Voilà, on va faire une pause. Il y a une question de Nico Bizarre qui écrit y a-t-il aussi des cas de communication pour Alain qu'il aurait pu avoir avec des nourrissons décédés au stade, enfin avec des enfants, des nourrissons. Très bonne question. Ouais, des enfants, oui, des nourrissons, non. C'est des enfants qui avaient déjà... À partir de 2 ans, 2-3 ans. Parce qu'ils essaient de parler déjà de leur Voilà, oui, et puis c'est quand même assez rare. Voilà. Nous allons faire une pause, nous allons prier pour tous ces décédés qui n'étaient pas vraiment décédés, et on va se retrouver. Non mais c'est bête, vraiment obligé de faire une pause quand c'est passionnant comme ça.